Est-ce que les jeunes sont des adultes miniatures concernant l'entraînement physique? Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Kin du Coin où on vous parle d'actualité dans le monde de la santé. Alors, comme vous l'avez déjà deviné, on vous parle de l'importance de l'impact des kinésiologues dans le secteur de la performance en première partie. Et puis, il y en aura une deuxième concernant. Plus au niveau de la réadaptation. Et sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Alors, rebonjour tout le monde. On passait aujourd'hui avec un aspect un peu plus sur la performance avec Samuel, premièrement, qui lui travaille un peu plus avec des jeunes athlètes. Yes. Donc, la performance, hein, un domaine de la kin. Donc, souvent, au départ, quand on sort de la kin en performance, on va avoir plus d'offres au niveau de la performance chez les plus jeunes. Donc, on va s'attarder un petit peu à ça. Puis, vous, en tant que parent, en tant qu'entraîneur aussi, vous allez avoir quelques petites notions par rapport à ça, l'entraînement chez les jeunes, comment les développer, à quel instant certaines vont être plus importantes. On va aussi parler un petit peu des mythes et réalités. Si on commence un petit peu dans le vif du sujet, euh, donc avant la puberté, qu'est-ce qui arrive en général? Est-ce que c'est important de s'entraîner? Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux, tu penses? C'est souvent des choses qu'on entend dire, mon Ouais. enfant, pourquoi je l'entraînerais en étant plus jeune. Il va pas faire du muscle, devenir hyper Non, c'est ça. puissant, mais c'est pas des qualités qu'on va chercher pour commencer, là. Non, effectivement. Il y a plein d'autres qualités à aller chercher dans l'entraînement chez les jeunes. Comme par exemple, il y a plusieurs choses. Bon, premièrement, à savoir, chez les jeunes, l'agilité, c'est des choses qui sont importantes. La coordination, c'est aussi des choses qui sont importantes. Donc, on veut aller vers cette, un peu cette idée-là de jouer, faire de la coordination, les faire bouger beaucoup avec des parcours, des choses comme Mhm. ça. Mais c'est aussi possible d'aller dans les salles d'entraînement, faire du poids de corps aussi. Parce que qu'est-ce qu'on va développer? Comme tu l'as dit, on ne développera pas de la masse musculaire nécessairement, Non, c'est c'est ça. sûr, bien évidemment. Mais on va parler un petit peu plus de la commande nerveuse, fait que la connexion muscle-cerveau qui va être vraiment. Il y a des bénéfices à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Quand une personne qui s'entraîne pas très souvent va commencer à s'entraîner, tu va commencer, ok, je m'entraîne 3 fois par semaine, on va souvent dire que, mettons, le premier mois, il y a des bénéfices. Au début, la personne se Mhm. sent plus forte, mais c'est pas parce qu'il y a plus de muscles, c'est juste parce que ma connexion nerveuse se fait un petit peu mieux. Mhm. Puis ça va être le même principe aussi pour mes enfants. Puis je fais du pouce aussi, quand tu m'as dit tantôt, on les entraîne, on les fait bouger dehors, faire plusieurs sports. Ça revient un petit peu à nos 4 sphères de la compétence qu'on Oui. parlait avec, avec Pierre Lavoie, de dire faites plusieurs sports, apprenez à des sports aériens, à nager, vraiment diversifier à Ouais, ce sport niveau-là. de glisse, puis sport. C'est ça, sport de glisse aussi. Ouais. Là, j'étais un petit peu coupé, là, mais je te Ah laisse non. reprendre. Là, tu parles de la commande nerveuse un peu plus. Là. Ouais, exactement. Ben, c'est justement pour développer, entre autres, euh, plusieurs petits points qui sont à développer chez les jeunes, un peu comme Mhm. tu sais, les quatre sphères. Donc, premièrement, commande nerveuse, qu'est-ce qui peut s'améliorer? La coordination motrice. Coordination Oui. motrice, ça se voit facilement quand on fait par exemple un lancer. Je sais pas si toi t'en as vu un petit peu dans ton parcours des lancers probablement. Ouais, certainement. J'ai coaché quelques filles qui jouent à balle rapide, puis faire un lancer, c'est une action super complexe. Je compare ça, mettons, à, je sais pas, une action qui va être plus facile. Je sais pas, t'as-tu une idée qui me vient en tête? Je sais pas, prendre un verre d'eau. Prendre un verre d'eau. Tu sais, faire un lancer, c'est une action qui va demander, en plus, à la balle rapide, il y a un saut à faire. Mhm. Fait qu'il y a de la coordination avec les jambes. Ma poussée, il faut que je la dirige au bon endroit. Faut que je ratterrisse au bon endroit. J'aime mon équilibre. Puis après ça, c'est le haut du corps qui embarque. Fait que niveau Mhm. coordination, c'est assez haut. Puis oui, ça se voit quand même assez facilement. Ben oui. Quelqu'un qui est bien coordonné versus quelqu'un qui a un petit peu plus de misère, on va dire. Là. Ben oui, c'est sûr. On pourrait penser tu sais, au lancer avec la main dominante versus lancer avec C'est la main vrai. où est-ce qu'on est Bon moins exemple. à l'aise.
Ouais. On voit que la coordination, c'est pas la même chose, c'est plus Non. difficile. Donc, tu sais, le fait de contracter de tout d'abord, tu sais, avancer l'épaule, après ça, le coude, puis le poignet pour avoir un geste fluide, c'est des choses qui se travaillent. Puis là, t'as parlé du bras, là. Ouais, du bras. Après ça, il y a le tronc, il y a les hanches, il y a Ouais. la poussée dans les jambes, il y a Ouais. beaucoup de choses à tenir en compte, là. Fait que ça peut vraiment être complexe. Fait qu'en le travaillant un petit peu dans le gym, c'est déjà un bon point de départ. Il y a aussi autre chose, donc le nombre d'unités motrices recrutées. Alors, dans un muscle, on a plusieurs fibres musculaires. Ouais. Quand on est enfant, on utilise nos muscles, mais peut-être pas de manière optimale. Alors, il y a des fibres qui vont être laissées au repos pour éviter justement de faire des contractions maximales. Donc, en faisant de la gym, en s'entraînant, on peut dire aux muscles, c'est correct, on peut utiliser plus d'unités motrices, c'est sécuritaire, le muscle ne se déchire pas, puis ça contribue à augmenter entre autres la force sans nécessairement augmenter le volume musculaire. Puis tu me fais penser un peu la coordination, tu as dit tout ça, de contracter tel muscle pour dire ben, je fais une action coordonnée, je vais chercher tel muscle. Je pense aux bébés des fois, on le voit souvent, qui sont aucunement coordonnés, qui vont faire un peu de tout et n'importe quoi, là, mais la preuve que justement ça s'entraîne, ça se développe, puis en le pratiquant en gym ou peu importe, on peut aller chercher plus de bénéfices encore avec ça. Ouais, exactement. Puis, pour continuer, il y a aussi la fréquence de décharge des unités motrices. Alors là, on pousse un petit peu les concepts. Faut savoir que le cerveau n'envoie pas un grand signal continuel. Il envoie plusieurs petits signaux qui vont se rendre au muscle pour lui dire de se contracter. Alors, en s'entraînant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une augmentation de ces signaux-là, de la fréquence, donc la rapidité. Puis, grâce à ça, on est capable de produire plus de force également. Ok. Ouais. As-tu des commentaires à ajouter? Non, ça allait pour celui-là. Super. Donc, ensuite, diminution des signaux inhibiteurs et coactivation. Ça, c'est assez. C'est un peu plus complexe aussi. Ouais. Mais inquiétez-vous pas, c'est quand même assez simple à comprendre. Admettons, signaux inhibiteurs, c'est un petit peu le même qu'au début avec le nombre d'unités motrices. Le muscle ne veut pas non plus blesser le corps, il est quand même intelligent. Mais nous, on va essayer de contourner un petit peu ce mode-là en disant, en faisant des exercices de force que, encore une fois, c'est correct, c'est sécuritaire, on peut forcer. Donc, Puis tes signaux inhibiteurs à la base, c'est comme un mécanisme un peu de protection, j'imagine. Ouais, de protection. Ok. Puis il y a aussi la coactivation qui est, celui-là aussi, c'est un mécanisme de protection. Dans le fond, on peut prendre le biceps et le triceps, qui eux sont des muscles opposés, agonistes, antagonistes, excusez. Ouais. Puis ça va permettre, dans le fond, oui. Est-ce que tu peux définir un peu muscle agoniste, antagoniste? Ouais. Muscle agoniste, antagoniste, dans le fond, c'est deux muscles qui s'opposent dans une action au niveau articulaire. Donc, si au niveau du coude, on veut faire une extension, donc tendre le bras, on utiliserait le triceps. Juste un triceps. Ouais, c'est ça. Puis si on veut faire une flexion, donc ramener la main vers soi, et là, on utiliserait plus le biceps. Donc, on voit que c'est un mouvement qui est opposé. C'est bon. Puis, ça, quand on va dans les sports, on souhaite avoir le moins de coactivation possible. Parce que si tu essaies de lancer, tu utilises ton triceps, on voudrait produire de la force, donc accélérer la balle le plus rapidement possible. Puis si le biceps se contracte en même temps, ben là, on a deux forces qui s'opposent, donc moins il y a moins de rapidité qui peut survenir pour accélérer. Je te fais une belle métaphore avec agoniste, antagoniste. Tu prends ton auto puis tu roules dans un parking à 10 km/h. Bon, t'es sur le drive, ça va bien, tu fais juste avancer. T'arrêtes, tu lèves un petit peu le break à bras, juste une petite affaire, puis t'essaies de ravancer.
Je sais pas si on peut se comparer à ça un peu ton effet de l'antagoniste là, qui dit ok, j'avance, mais je te retiens un petit peu quand même. T'sais. Ouais, c'est une bonne image. Ok, super. Fait que, ouais, ça améliore la précision, la production de force aussi, là, en ayant une bonne. En diminuant la coactivation. Ouais, si tu diriges toute ton énergie vers faire un seul mouvement, puis que tu te fais pas, c'est ça, ralentir par l'autre muscle à côté qui protège un petit peu, là. Ouais, qui protège. Exactement. Donc, si vous avez un enfant, c'est des choses qui sont pertinentes à savoir parce que là, ben, on se dit, Colin, mon enfant maintenant, même si il grossira pas parce qu'il n'y a pas encore la fameuse testostérone qui arrive, ben, c'est quand même possible d'améliorer la force, la coordination, l'agilité. Ouais. Des qualités physiques assez de base, je te dirais, qui c'est pas encore de la spécialisation pour un sport, ça sera peut-être jamais, mais qui vont servir dans n'importe quel sport qu'il va aller faire. Dans tout, là. Ouais. Absolument tout. Donc, maintenant, on a regardé un petit peu de la commande nerveuse. Si on regarde un petit peu plus au niveau de la structure musculaire, on a dit que le volume musculaire n'allait pas grossir. Ouais. Il n'allait pas augmenter. Mais à savoir qu'il y a quelques petits éléments qui pourraient changer au niveau du muscle. On parle notamment de l'architecture musculaire, donc l'angle de pénation. Ouais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? L'angle de pénation, c'est tout simplement par rapport aux tendons, les fibres musculaires, ils ont quel angle? Donc, le tendon, c'est celui-là qui va transmettre la force. Donc, on souhaiterait que les fibres musculaires soient alignées le plus possible. Parce que si les fibres sont alignées, la force qu'ils vont produire va être dans le même sens que les tendons. Donc, optimal. J'ai une autre métaphore pour toi aussi. Vas-y, garde-toi. À la télévision, des fois, on voit des concours d'hommes forts un peu. Ouais. Des hommes forts qui viennent, je sais pas, tirer un autobus. Ok, ça. je prends l'autobus comme ça, mais. Tu sais, s'il vient tirer l'autobus vers l'avant vraiment, dans le même sens que les roues, ben, t'es le plus optimal, entre guillemets. Ta force va dans la même direction que les pneus. Donc, t'as 100% de ton vecteur de force qui s'en va dans la bonne direction. Ouais. Sauf que si tu prends ta corde que tu as sur l'épaule pour tirer un autobus et que tu te tasses un petit peu, tu te décales, tu te mets de billets, mais là, tu es peut-être moins efficace à tirer ton autobus. Ouais. L'autobus serait le tendon, puis mon homme fort qui force beaucoup à tirer l'autobus serait genre mon muscle. Ouais, exactement. Fait que, on peut voir que selon l'angle de pénation, il va y avoir des améliorations de la force. Puis qu'est-ce que ça permet, la musculation? Ça permet d'améliorer cet angle de pénation-là. Donc, l'homme fort qui tire va s'aligner avec l'entraînement un peu, avec les roues du bus. Pour reprendre ton exemple. Les métaphores aujourd'hui, c'est fou. Bon. Ouais. Fait que, second point de la structure du muscle, il va y avoir une diminution de la compliance, un autre terme qu'on doit définir. En effet, ouais. Fait que compliance, as-tu un exemple avec ça? Donc, quand on parle de compliance, au niveau de la compliance, on parle un petit peu plus au niveau des tendons. Fait que comme on a parlé, quand je viens tirer mon autobus, que je viens de tirer sur mon tendon musculairement à chaque fois, ben je vais comme renforcer ce tendon-là au fur et à mesure que je mets de la tension dedans de façon répétée. Puis c'est ça. C'est plus, mon tendon va être plus une structure comme élastique, un petit peu plus. Que c'est différent du muscle, mais ça va venir renforcer cette partie-là. Exactement. Donc, avec l'entraînement, avec les tensions que vont subir les tendons, ils vont pouvoir s'améliorer puis devenir plus raides, donc une meilleure transmission des forces. Oui, aussi, c'est vrai. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices, mais là, on va regarder un petit peu les risques. Ouais. Parce que là, apparemment, il y en a, là, selon les dires de certains parents. Oui, c'est vrai. Dépendamment du sport, un petit peu, on va parler de la musculation parce que des fois, c'est l'agneau sacrifié, un petit peu, on va dire, là, mais les parents qui disent, c'est des gros poids et haltères, mon enfant qui pèse, je sais pas, 80 livres, ben là, il va aller lever des haltères ou peu importe. Ça sera pas de la force épouvantable là, avec des grosses plates de chaque côté, ça va être adapté à l'enfant, mais
Ils vont voir les poids de chaque côté. Ah, c'est lourd, ça peut être entre guillemets dangereux des poids si on veut. Ouais. Mais on a une étude qui nous montre que finalement, pas tout à fait. Ben oui, c'est ça. Lever des poids, c'est pas si pire si on compare ça à d'autres sports, à d'autres formes d'activité physique. Donc, justement, j'ai sorti un petit tableau que je vais expliquer. Donc, on a certains sports comme soccer, rugby, basket, athlétisme, le squash, badminton. On a le dynamophilie aussi, qui est La dynamophilie. ouais. Plus en anglais, ou des fois même en français, on appelle ça le powerlifting. Puis c'est nos trois mouvements clés. Avec notre squat, on a le bench press avec ça, donc la poussée. Puis on a notre deadlift. Fait que c'est des compétitions de qui lève le plus lourd au final. Là. Fait qu'on pourrait classifier ça proche de la musculation, dans le sens que des gros poids, c'est pesant, tout ça. Ouais. Puis nos deux derniers, on a le tennis aussi et l'haltérophilie. Fait que plutôt niveau olympique, là, notre clean and jerk et le snatch, pour ceux qui connaissent, c'est peut-être un petit peu moins connu là, rapport aux Olympiques. Mais puis on a regardé le taux de blessure à ce niveau-là. Ouais, puis là, je le rappelle, c'est chez les moins de 18 ans, donc chez les jeunes. Ouais, plus chez les jeunes. Encore une fois. Tu voulais-tu... je me lance? Oui, tu peux te lancer. Vas-y. Donc, on a regardé le taux de blessure par 1000 heures de participation. Donc, si on fait 1000 heures de soccer, on aurait combien tu penses? 62%. Ouais. C'est quand même beaucoup, 62%. De tous les sports qu'on a nommés tantôt, c'est le soccer qui arrive en tête. Vraiment. Le soccer, on se dit c'est de la course, puis c'est de botter un ballon, mais au final, ben, je veux pas dénigrer le soccer ou rien, mais au final, c'est ce sport-là qui a le plus de taux de blessure chez les moins de 18 ans. Là, est-ce que ça veut dire qu'on va retirer l'enfant du soccer les mercredis, là, c'est non, plus jamais tu vas au soccer? Mais non, c'est sûr. Là. C'est sûr que non. On compare aussi à d'autres sports. On a vu la dynamophilie tantôt, qui peut peut-être s'apparenter un peu à la musculation, dans le sens qu'on va lever des poids très lourds. Mais 62% c'est pour le soccer. Pour la dynamophilie, on est à 0,027%. Ce qui est beaucoup moins. Ouais. Fait que, il y a beaucoup moins de chances de se blesser en dynamophilie. Si on regarde, mettons, si on fait 1000 heures de dynamophilie, c'est quand même pas pire. Puis, vu qu'on a nommé les autres, je vais les dire en rafale un peu. Donc, rugby, on est à 19,2. Basket, on est à 10,3. Athlétisme, 5,7. Squash, 1. Badminton, 0,5. Puis tennis, 0,01. Ouais, fait qu'on rappelle le pourcentage de chance de se blesser si je fais 1000 heures de tel sport. Ouais. Puis là, petite parenthèse avec tout ça, là, pour juste rassurer les parents qui, leurs jeunes sont dans le rugby ou soccer. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans ces données-là. C'est pas juste l'entraînement, le soccer qui est dangereux en tant que tel, ça peut être le volume. Le soccer peut être correct, mais c'est le volume de soccer qui pourrait être trop grand, qui pourrait causer des blessures. Il y a le sommeil, l'intensité des pratiques, l'intensité des pratiques, le manque d'entraînement, physique. Peut être un, en général. Des fois, juste la philosophie du sport aussi peut en être un. Si j'ai un sport que ma philosophie, c'est que chaque entraînement, je me donne à 110%, tu sais, ok, oui, mais des fois, au niveau de la gestion de l'intensité, de la gestion de de ne pas dépasser un certain seuil ou est-ce que tu es plus à risque de blessure, ça peut venir jouer aussi. Plein de facteurs, donc c'est vraiment pas le sport en tant que tel qui définit les risques de blessure non plus. Exactement. Puis, je continuerai avec un mythe. Est-ce que l'entraînement physique fait en sorte que ça réduit ta croissance? Que ça réduit ta croissance, ouais. Ça, on en entend souvent parler pour c'est pour la gymnastique. Ouais, je pense. Gymnastique, tous les sports en général. Le joueur de basket là, qui veut commencer à s'entraîner pour sauter plus haut, là, il voudra... il peut avoir un certain conflit, admettons, il veut sauter plus haut, fait que s'entraîner, mais là, est-ce qu'il va mettre une barre lourde sur le dos, puis
Là, c'est comme, mais là, si je fais ça, je grandirai plus parce Vraiment que au là, je niveau de me la dis. croissance, tu parles. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que j'ai vu, tu sais, c'était plus au niveau gymnastique, encore une fois, je nomme ce sport-là, mais des sports où est-ce que tu commences genre très très jeune, puis que tu te spécialises très très jeune. J'imagine que ça dépend un peu, comme on a dit tantôt, de la fréquence à laquelle tu t'entraînes. Mhm. Si tu t'entraînes 7 fois semaine, puis plusieurs heures par jour, ben là, il y a peut-être des manques, je sais pas, au niveau de ta nutrition à côté, ta récupération, qui au final peuvent t'affecter un peu hormonalement, puis jouer sur ta croissance. Là. Mais, avec la gestion de l'intensité, c'est faux. Là. Mhm. Ben oui, c'est ça. C'est pas vrai, même que on pourrait dire que ça l'augmente. Ça augmente Ouais. la densité osseuse, pas nécessairement en termes de longueur, donc on grandit pas non plus si on fait de la musculation, Ouais. mais la densité osseuse il va avoir une action là-dessus. Donc c'est ça. Il y a certains facteurs qui agissent sur la formation des os, comme la tension. Donc là, la tension des muscles qui se transmet aux tendons, qui se transmet aux os. Ouais. Aux os. Chez nos jeunes, c'est peut-être un peu moins pertinent, mais juste la tension qu'il y a sur nos muscles, juste d'être debout, il y a une tension sur notre système squelettique, on s'entend. Ouais. Une certaine De compression. lever des poids, si on veut, de mettre de la charge un petit peu plus. Mais c'est moins pertinent un peu pour nos jeunes, là, si on parle peut-être plus tard dans la vie. Un peu. Ouais. Il y a aussi autre chose, les hormones comme calcitonine, parathormone. Ça, est-ce que tu voudrais en parler un peu? Ouais, ben en fait, quand on vient s'entraîner ou mettre de la charge, de la tension, comme tu as dit, sur nos os, on a deux choses qui viennent impacter un peu la formation de nos os. On a les ostéoblastes, qui eux font des os, et les ostéoclastes. Donc, il y en a tout le temps les deux, un détruit de l'os, l'autre le reforme. Puis quand on vient mettre de la tension sur nos os, on met un petit peu plus l'accent sur oui, je détruis des os parce que c'est des cellules, ça a une durée de vie, ça va mourir à un moment donné. Mais je mets un petit peu plus l'accent sur je vais en reconstruire un petit peu davantage. C'est un petit peu pour ça qu'au final, je réussis à avoir plus de densité osseuse à ce niveau-là. C'est avec l'attention, l'attention de s'y répéter dans le temps, le faire peut-être une fois par semaine, peut-être moins haute un petit peu que de le faire de façon répétée un peu pendant la semaine. Fait que la constance aussi. Ouais. Puis un autre facteur qui agit sur la formation de l'os, c'est la nutrition. Donc bien manger, avoir une alimentation équilibrée. Ouais, super important aussi. Donc pendant la puberté, maintenant, une autre parenthèse qu'on vient de fermer. Alors, on était avant la puberté, maintenant après. À savoir que les filles, ça arrive aux alentours de 12 ans, les gars vers 14 ans. Avec une vitesse de croissance maximale qui est pour les filles de entre 9 et 15 ans. Donc, grandissement à 9 ans, c'est quand même rare, on s'entend là-dessus. Ouais, c'est quand même un peu à l'extrême, un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Puis chez les gars, on parle de 11 ans et demi à 17 ans. Donc, fait que le pic de croissance dans le sens, juste pour clarifier, là, que c'est le moment où est-ce que oui, je grandis, mais le moment où est-ce que je grandis le plus rapidement par rapport à toute ma croissance générale. Puis, par rapport à ça, il y aurait un petit graphique très intéressant qui nous guide un petit peu sur les méthodes d'entraînement, qu'est-ce qu'on doit mettre l'accent, bien évidemment. Bien évidemment, il n'y a pas juste ça, il y a aussi d'autres éléments, mais c'est en général les principaux là, qu'on voudrait aborder. Là. Donc, juste avant que tu commences à expliquer le graphique qu'on va mettre juste en haut ici dans quelques secondes pour ceux qui sont plus visuels un peu puis qui voudraient l'avoir à l'écran aussi, mais on va l'expliquer aussi, là, bien sûr. Donc, comme on peut voir chez les femmes, environ à l'âge de 6 à 9-10 ans, on va miser sur la vitesse en premier lieu et aussi sur la flexibilité. Donc, bien évidemment, il y a aussi agilité. Il y a d'autres petits éléments aussi à prendre en compte. Plus on avance dans l'âge, 9, 10, 11 ans, on aurait les habiletés motrices. Donc, si on parle d'agilité, coordination, ces choses-là. Ensuite, dans environ
entre 11 et 13 ans, on aurait encore de la vitesse. C'est là où est-ce qu'on va avoir le pic de croissance. On aura de la vitesse, puis de l'endurance aérobie aussi, qui vont être des éléments à travailler à ce stade-là. Puis par la suite, après mettons 13-14 ans jusqu'à 16 ans, on va avoir la force qui va être le mieux de travailler. Quand la fille justement est plus mature un peu, c'est là qu'on va entre guillemets charger un petit peu plus les barres. Fait que pour le début, ben, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on recommande pour les femmes. Donc on parle de flexibilité, de vitesse un peu aussi, et puis ben, d'habileté motrice évidemment. Lorsque je suis un petit peu plus à mon pic de croissance, donc entre 14 et 15 ans, c'est là que, encore une fois, je vais mettre l'endurance aérobie, comme pour les femmes. Et puis ma force, ben, je vais la travailler un petit peu plus tard que chez les femmes. Là. On avait à peu près entre 13 et 15 ans chez les femmes. Puis chez les hommes, parce que la maturité va arriver un petit peu plus tard, ben, la force, on va plus commencer à la travailler vers 17 ans, 18 ans. Un petit peu comme ça. Donc, vu que la maturité chez les hommes, c'est un petit peu plus tard, ben on décale un petit peu plus dans le temps en fonction de ça. Puis, chez les gars, en fait, là, on a parlé que notre pic de croissance, c'est environ 14-15 ans. Ben le point tournant au niveau de la testostérone, là où on va voir que la croissance commence à augmenter vraiment en flèche, on va dire, c'est un petit peu plus à 13 ans. Puis ça va venir aider aussi au développement des fibres musculaires un petit peu plus. Et puis de la grosseur des fibres, évidemment, que le nombre de fibres va pas changer. Non. Mais c'est leur dimension en tant que telle qui va changer. Ensuite, post-puberté, on va avoir certains plateaux de force. Donc, chez les gars, à 25 ans, on aurait un plateau de force. Puis ça, c'est si tu t'entraînes continuellement. Ouais. Donc, mettons, à partir de le plus tôt qu'on peut s'entraîner, là, mettons, un jeune, tu t'entraînes poids de corps. Après ça, tu sais, développement normal. Tu suis un peu les étapes qu'on vient de dire. C'est ça. Si tu suis ces étapes-là, normalement, on atteint le plateau de force en moyenne vers 25 ans. Chez les filles, on parle plus de 16 à 18 ans. On se rappelle, on commençait la force autour de 14 ans. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus de bonheur que chez les hommes. Donc voilà, on a parlé de tous les éléments qu'on voulait parler pendant le podcast. Pour faire un petit résumé, on a parlé au tout début de certains mythes, certaines réalités entourant l'entraînement chez les jeunes. Donc, on améliore la commande nerveuse, la coordination, l'unité motrice, on a parlé aussi un petit peu. La croissance, on va pas nécessairement perdre la croissance. Effectivement. Puis ça, la structure osseuse aussi change un peu. Ensuite, on a parlé du développement de l'enfant. Il y a une certaine progression à avoir. On ne veut pas tout de suite commencer avec des charges lourdes, poids de corps. On travaille la vitesse, flexibilité, habileté motrice. Ensuite, motrice, coordination un peu. Ça rentrait dans notre moment clé où on parlait des sphères de compétences, fait que de diversifier les sports le plus possible dans ces âges-là, pour que nos jeunes soient là, compétents dans plusieurs éléments possibles, dans plusieurs sports, puis qu'ils soient plus fluides, je veux dire, pour certains mouvements complexes qu'on a parlé, comme lancer une balle, par exemple, qui demande beaucoup de coordination. Donc, on vous remercie beaucoup de vous être joints à nous pour cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme YouTube ou Spotify. Et puis, ben, on achève déjà l'été, donc on vous souhaite de profiter des derniers mois de cet été et d'aller dehors en masse. Et on vous dit à la prochaine.